le titre de la conférence, c'est les systèmes alimentaires sains et résilients face aux changements globaux. Et avant de rentrer là-dedans et de répondre à ta question sur les milles, moi je trouve que c'est important de définir un peu ce que c'est un système alimentaire en fait. Le système alimentaire pour moi c'est la production, on produit des grains et ensuite ces grains ils sont transformés, on les distribue dans des marchés comme à Plan-Cabane et ensuite ces produits sont consommés ou utilisés pour vous habiller avec du coton et autres. Et l'idée c'est de contribuer à votre santé, à vos revenus pour que vous puissiez vous acheter des biens et surtout à votre bien-être en vous donnant des aliments qui ont des goûts différents et qui soient divers pour vous alimenter. Donc pour moi, c'est ça un système alimentaire, c'est dans ce cadre-là qu'on travaille du coup. Et ensuite, il y a le mot résilient. Alors moi, ça me pose toujours des questions, résilient, je ne sais jamais trop ce que ça veut dire, et pour moi, il y a deux significations. C'est adapter des systèmes alimentaires au changement climatique. Donc changement climatique, c'est un manque d'eau souvent. C'est une augmentation des températures qu'on vit tous avec les canicules, et c'est aussi une augmentation du CO2 dans l'atmosphère, dont on entend tous parler. Et il y a un dernier point qu'on ignore assez souvent, c'est une dégradation des sols en fait. Avec l'agriculture qu'on a menée dans les pays développés, on est arrivé à dégrader un peu les sols. Et donc il y a une deuxième composante à la résilience, c'est atténuer les effets des systèmes alimentaires sur notre environnement. Et là, ce qu'on peut faire, c'est diminuer les émissions de CO2 en ayant des systèmes alimentaires un peu mieux adaptés et essayer d'améliorer la qualité des sols. Les milles, il y a à peu près un demi-milliard de personnes qui dépendent au quotidien de leur production dans le monde. Et en fait, ces personnes qui en dépendent, elles sont au niveau des zones semi-arides qui sont indiquées en jaune ici. Et ce qui se passe, c'est que ces zones semi-arides, ça c'est une représentation du taux de croissance des populations. Plus c'est foncé, plus la croissance elle est importante. Donc si vous regardez les zones jaunes, en fait elles correspondent aux pays qui ont aussi la plus forte croissance démographique. Donc si aujourd'hui c'est un demi-milliard de personnes qui en dépendent, dans 50 ans ce sera largement plus. Donc c'est pour ça que c'est l'année des milles, on a besoin de montrer que c'est des plantes importantes. Donc les utilisations des milles, il y en a différentes. J'ai parlé d'alimentation humaine, mais c'est aussi beaucoup utilisé en alimentation animale dans les pays tempérés, mais aussi au sud. On les utilise pour nourrir les vaches, etc., mais aussi des poissons et puis vos animaux domestiques. C'est aussi utilisé pour produire de l'énergie. On peut produire du bioéthanol, du biogaz, des choses comme ça. On peut en faire des meubles et mettre des bioplastiques dans vos voitures. Ça, c'est une Mercedes avec des composants en bioplastique issus de plantes. Et on peut enfin les utiliser en médecine. Et en fait, tout ça, ça pose la question de où est-ce qu'on met nos forces, en fait. Si on produit de l'énergie avec des plantes, ben on en a moins disponible pour l'alimentation humaine. Si on produit beaucoup d'alimentation animale, on en a moins pour l'alimentation humaine. Donc on a besoin de faire des choix, en fait. Donc, les milles, j'y reviens. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a trois principales. Il y a le sorgho, qui est une espèce qui est cultivée en France. Il y en a 50 000 hectares, c'est pas beaucoup, mais il y en a un peu. Il y a le mil perlé, donc qui s'appelle pearl millet, donc le mil avec des perles. Quand on regarde la panicule, il y a beaucoup de perles dessus. Et il y en a une dernière qui est l'éleusyne, qui est un millet où la panicule elle ressemble à des doigts. Donc c'est pour ça que ça s'appelle finger millet. Et il y en a toute une kyrielle qui sont moins utilisées, mais qui sont très importantes à l'endroit où elles sont produites. En fait, elles ont des caractéristiques de qualité gustative qui sont intéressantes et qui sont appréciées. Alors, ce graphique, il est un peu compliqué. Ça représente juste les similarités au niveau génétique entre les plantes. Donc, vous ne devez pas bien voir, mais tout en bas, en fait, ce qu'on voit ici, là, en gros, c'est tout ce qui est blé, avoine, etc. Ce qui est en haut, c'est des plantes que vous avez dans vos jardins. Il y a de la vigne, etc. Et au milieu, ici, il y a les plantes qui nous intéressent, qui correspondent au mil. Donc, en fait, le maïs, il est très, très proche du mil. La canne à sucre, elle est très, très proche des mils. Et en fait, vu que les génomes de ces plantes se ressemblent, on peut transférer des informations du maïs vers ces plantes-là. Donc ça, c'est aussi intéressant. Le focus sur la sécheresse, on a dit que le mil était très adapté à la sécheresse. Et en fait, il y a une première question, c'est quoi la sécheresse en fait? La sécheresse, j'imagine, tout le monde va dire, c'est un manque d'eau. C'est aussi des températures très élevées qui vont diminuer la disponibilité en eau. Et
et c'est une modification de la structure des sols. Ça modifie, en fait, la sécheresse, elle modifie la structure des sols, et donc quand la plante, elle va grandir, elle va ressentir la sécheresse au niveau de l'air. Quand on a un air sec, eh ben, ce n'est pas la même chose que quand on a un air humide. Et il y a aussi le sol. Quand il est sec ou humide, la plante ne va pas réagir de la même façon. Et il y a un autre point important, c'est que le ressenti de la plante par rapport à cette sécheresse, il va dépendre si elle est semée qu'avec des individus comme elle, ou si elle est semée en mélange. Ici, vous avez un exemple, vous avez du mil, c'est ce qui apparaît en vert, et il se positionne sous des arbres qui, au moment où les mils grandissent, n'ont pas de feuilles. Et en fait, le fait qu'il y ait des arbres, ça permet de garder de l'humidité qui permet le développement des mils dans une situation critique où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc là, c'est vraiment la combinaison des plantes sur une même parcelle qui permet d'avoir un levier à la sécheresse. Et le dernier point que je voulais vous mentionner, c'est qu'en fait, nous, en tant qu'humains, quand on est soumis à des stress, on ne va pas le vivre de la même façon quand on est un bébé, quand on est au collège, au lycée ou quand on est adulte. Ben, les plantes, c'est pareil. Si elles peuvent subir des stress au moment où elles commencent à se développer, quand elles passent de la graine jusqu'au moment où elles vont fleurir, elles peuvent subir le stress au moment où elles fleurissent et après. Et en fait, en fonction du moment où le stress va apparaître, ben, les conséquences sont différentes. Si vous avez un stress tout au début de votre développement, ben, il y a des plantes jeunes qui vont mourir, on va retarder la floraison, on va diminuer la croissance. Et voilà, donc ça a différents impacts au cours du développement de la plante. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Et donc j'en viens aux mils et la sécheresse. Donc tout à l'heure, j'ai dit que les mils, ils se développaient dans des zones semi-arides. Donc a priori, c'est des plantes qui sont adaptées au manque d'eau. Et c'est vrai, globalement. J'imagine que vous avez tous entendu parler un peu de photosynthèse. En fait, les plantes, c'est assez miraculeux parce qu'avec pas grand-chose, juste avec du CO2 qui nous embête beaucoup dans l'atmosphère, c'est capable de produire des sucres qui leur permettent de grandir. Et nous, on mange ces sucres et eux, ils font tourner la machinerie cellulaire. Donc en fait, ce qu'on a, c'est du dioxyde de carbone, du CO2 qui rentre dans les feuilles. On prend aussi un peu d'eau et ça le transforme en oxygène, nous on aime bien, et en sucre qui sont utilisés pour grandir. Et en fait, une particularité des mils, c'est qu'ils ont une photosynthèse un peu particulière. Le riz et le blé que je vous présente ici font une photosynthèse en C3, c'est un terme technique. Et les mils, ils font une photosynthèse en C4. Et en fait, les C4, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Ben, elles sont capables de faire de la photosynthèse à très haute température. Le riz et le blé, en gros, à 25 degrés, elles sont super bien, elles poussent de façon parfaite. Les C4, si vous leur donnez du 35 degrés, elles apprécient encore plus. Elles se développent très très bien à cette température-là. Et la deuxième, c'est que globalement, deuxième information intéressante, c'est qu'elles produisent beaucoup de biomasse. Donc ça, c'est intéressant quand on veut donner à manger aux animaux. Et le dernier, c'est qu'en conditions de très forte luminosité et conditions de sécheresse, elles se développent plutôt bien. Et du coup, je vais terminer ma présentation en vous parlant du sorgho et du maïs, parce que dans les grands médias, on met de plus en plus en avant que le sorgho va pouvoir remplacer le maïs. Donc je vous propose un petit match entre les deux, en rappelant que le maïs, c'est aussi une plante qui fait de la photosynthèse en C4, donc qui est aussi très efficace à haute température. Et en fait, une des particularités, c'est que le sorgho, il est encore plus efficace qu'elle. Donc sur ce point, le sorgho, il gagne. Je suis capable de pousser à plus haute température que le maïs. Le deuxième, c'est que le sorgho, quand on le met dans un champ, il utilise à peu près 30% moins d'eau que le maïs. Donc là, on est aussi assez content. Il a aussi un système racinaire qui est plus profond. Si vous creusez sur un plant de maïs, si vous avez un peu de temps, au bout d'un mètre, vous ne trouverez plus de racines. Le sorgho, il va vous falloir un peu plus de temps, vous allez devoir creuser jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc ça prend un peu de temps. Donc globalement, en voyant ça, on se dit super, on va pour le sorgho. Sauf que le sorgho, il produit moins que le maïs. En gros, 30%. Et en plus, quand on vend du sorgho, on le vend moins cher que le maïs. Et donc on peut continuer cette liste très très longtemps et essayer d'accumuler des évidences. Et quand on essaye de faire le bilan, en fait, le gagnant entre sorgho et maïs, il est très difficile à identifier. Parce que ça dépend des critères qu'on prend en compte et des scénarios climatiques auxquels l'agriculture va être confrontée. Et donc, il y a une réflexion de fond à savoir qu'est-ce qu'on veut manger et comment on veut le manger et comment on veut produire. Et donc, je conclus en disant que moi, je suis généticien. Donc je travaille sur la diversité des espèces et au sein des espèces. Et ça, c'est une solution pour avoir une agriculture qui est un peu plus durable et résiliente.
Donc ça, c'est une dame qui est dans un champ de sorgho. Les grandes plantes autour d'elle, c'est du sorgho. Et ce qu'il y a au milieu, c'est des haricots. Donc elle est en train de vous montrer sa production de haricots dans un champ de sorgho. Les haricots, ils ont profité qu'ils étaient à l'ombre, ils avaient plus d'eau, ils en sont bien contents. Et en fait, donc ça, c'est un schéma un peu compliqué qui vous montre que là, à ce niveau-là, en fait, dans un couvert où on a différentes plantes, ça va permettre d'avoir un sol qui est plus riche parce que à chaque plante sont associées des bactéries dans le sol qui sont spécifiques. Et ces bactéries dans le sol, elles vont améliorer les propriétés du sol. Et donc, c'est la plante que vous êtes en train de produire qui va en bénéficier. Donc, du coup, avoir différentes plantes dans un champ, c'est bénéfique. Et le dernier point que je veux vous montrer, c'est que au sein des espèces, on peut aussi, on a de la variabilité. Et cette variabilité, elle peut vous permettre d'augmenter les rendements. Donc ici, c'est un petit exemple où on a pris des hybrides de maïs qui ont été développés dans les années 1950 jusqu'à 2010. On les a pris aujourd'hui, on les a mis dans plein de sites en Europe. Et on a regardé quelle était leur production en rendement, le rendement en grains, dans des conditions où il y avait beaucoup d'eau et d'autres où il y en avait peu. Et en fait, ça montre que la sélection, elle a permis d'augmenter le rendement des plantes. Et cette sélection, on peut la faire que si on a accès à la diversité des plantes. Et donc cette diversité, c'est essentiel de la conserver d'une part, de l'utiliser aussi, de la laisser évoluer toute seule en se confrontant à l'évolution du climat. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question sur les milles.